retour d'Élodie Poyade avec son invité du jour pour nous parler de Roland-Garros, les mystères, les secrets, les coulisses, tout ce qu'on a toujours voulu savoir. On va tout savoir effectivement ce matin grâce à Julien Pichenet. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes journaliste, vous sortez avec Sopress ce magnifique livre tête de série où on apprend tout. Alors c'est la Bible du tennis, c'est ce qui manquait, il n'y en avait pas, on l'avait pour le foot, on l'avait pour le cyclisme, on l'avait pour tous les sports. Vous avez eu cette magnifique idée de sortir ce livre où on revient sur l'histoire du tennis, les matchs de légende, les anecdotes, les secrets croustillants, ce qui se passe en coulisses. Ça a été compliqué de faire des choix pour faire ce livre, Julien? Ah bah très, ils en ont coupé la moitié à peu près. Ah oui, non, mais oui. Il faut dire, vous êtes vous-même une bible vivante du tennis, on va le dire aux téléspectateurs, vous connaissez tout de tout. Quand on retourne, quand on retape 100 ans d'histoire du tennis, on retrouve évidemment des tas d'anecdotes, c'est infini, on pourrait faire un tome 2. Donc effectivement, il existait en foot, mais on l'a fait en tennis, ça manquait, ouais, peut-être. Alors vous revenez dans ce livre sur les matchs de légende, sur les anecdotes aussi, on apprend plein de choses. Moi j'ai appris plein de choses en tout cas en découvrant ce livre, notamment concernant Roland-Garros, des petites histoires, et on apprend que dans les années 80, c'est Jimmy Connors qui marchande, j'ai envie de dire, sa venue à Roland-Garros. C'est une des anecdotes les plus incroyables de Roland-Garros. Jimmy Connors, pour les plus jeunes, était la superstar du tennis dans les années 70-80, américain, un peu diva sur les bords, grande gueule, assez grossier, hein, même parfois il pouvait faire un doigt d'honneur à un juge de ligne, ce qu'il avait fait d'ailleurs en 1980. Et cette année-là, il dit ok, je viens à Roland-Garros, mais à une condition, que vous organisiez une rencontre entre le pape Jean-Paul II et ma femme, Cathy. Ah, carrément. Il dit ça aux organisateurs, qui sont un peu interloqués au départ, et qui vont réussir à organiser cette rencontre entre le pape et la femme de Jimmy Connors grâce à un joueur polonais, Wojtek Fibak, qui avait un carnet d'adresses extraordinaire, qui connaissait personnellement Jean-Paul II, coup de chance énorme, et là la rencontre a lieu, c'est quand même fabuleux, et du coup il vient, il va jusqu'en demi-finale. Voilà. C'est assez incroyable quand même d'arriver à avoir ça. Alors il y a une autre joueuse qu'on connaît mieux en France, c'est Marie Pierce, c'est la dernière Française justement à avoir remporté Roland-Garros. Elle aussi, elle a eu une petite exigence. On reste dans le monde spirituel avec Marie Pierce. Ah oui, elle voulait effectivement un hôtel, l'installation d'un hôtel dans le stade pour pouvoir se dans l'enceinte du stade pour pouvoir se recueillir et prier après chaque match. Elle a souvent dit en 2001 que c'est Dieu et que c'est la lumière qui l'avait aidé à aller au bout cette année-là. C'est beau. Et sur les sœurs Williams, ouais. Il n'y a pas une petite anecdote, un petit... elles n'ont pas demandé à rencontrer le pape. Encore. Concernant leurs chiens, oui, parce que les chiens sont interdits dans l'enceinte, et elles ont essayé de dissimuler leurs chiens une fois dans leur sac. Et bon, voilà. On a toléré à un moment. Non, mais bon, c'était des petits. On a toléré quand même pour les sœurs Williams le chien dans Roland-Garros. Il faut pas le faire quand même. Bon, c'est des petits caprices de stars, j'ai envie de dire tout ça. Il y a des fois, en revanche, des dérapages un peu plus graves. On y a eu le droit cette semaine, notamment avec Maxime Amou. Vous avez très certainement suivi cette histoire où il a eu des gestes très déplacés envers une journaliste. Ça a fait le buzz un peu partout sur les réseaux sociaux. Dans le monde entier d'ailleurs. Dans le monde entier, ça a été repris. Mais on découvre, Julien, grâce à votre livre, que les dérapages finalement dans le monde du tennis, ça date pas d'hier. Oui, là, mais évidemment les réseaux sociaux là ont fait prendre à cette affaire totalement répréhensible, une ampleur totalement inédite pour ce genre de choses peut-être. Mais si les réseaux sociaux, si Internet avait existé dès 1928, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui se seraient fait retirer leur accréditation. Des choses qui ne choquaient pas à l'époque et qui aujourd'hui choqueraient, par exemple. Il y a pas mal de joueurs qui arrivaient sur le court encore avec une cigarette à la bouche, jusqu'aux années 50-60. Arthur Larsen, finaliste américain extraordinaire, finaliste à Roland-Garros en 54. Je vous parle d'une autre époque, mais c'est passionnant. A joué un match une fois éméché en sortant d'une tournée des bars. Et joué face à Georges Degnaud, qui l'a écrasé en 3-7, en lui disant « Excuse-moi, mais quand je suis bourré, c'est ce qu'il a dit, personne ne peut me battre ». C'était le numéro 1 américain à l'époque. Bon, ça ferait scandale aujourd'hui. Oui, mais Yannick Noah a déjà dit d'ailleurs qu'il lui était arrivé aussi de fumer avant certains matchs, il me semble. Yannick Noah fume une cigarette en 84 après sa victoire en double avec Henri Lecomte sur TF1 sans savoir qu'il est à l'antenne. On l'entend dire qui veut une clope, il savoure sa victoire avec Henri Lecomte dans le studio de télévision. Et là, il y a
un réalisateur sans doute qui dit attention, vous êtes à l'antenne. Et Noah ne sait pas qu'il est à l'antenne en train de fumer sa cigarette, se rend compte qu'il est à l'antenne et écrase délicatement sa cigarette dans un pot de fleurs du studio, voilà, et répond l'air de rien à la première question d'Alain Teller, le journaliste, qui est une scène magnifique qu'on peut voir sur l'INA en fouillant. Il a eu des gestes déplacés aussi, je crois, Yannick Noah. On parlait de Maxime Amou tout à l'heure. Voilà, alors ça c'est une histoire géniale. En 1980, Yannick Noah a 20 ans, il a un premier tour un peu délicat face à Robert Vizcaíno, un Espagnol de second plan. Il se fait un petit peu chahuté par le public. On est en fin de journée, il n'y a plus grand monde dans le stade. Il y a une histoire de litige d'arbitrage. Bref, il se fait un peu chahuter et siffler. Noah, après la poignée de main, fait un doigt d'honneur au public de Roland-Garros. Il a 20 ans. Ah oui. On est en 1980, 3 ans avant sa victoire. Le match n'a pas été diffusé à la télévision, mais il a été filmé. On peut le retrouver dans les archives de l'INA. Ce que j'ai fait, moi j'ai été surpris de voir ça. Et dans les journaux de l'époque, le JT de PPDA, on voit le résumé du match. Mais il y a un plan large, très large du stade au moment de la poignée de main, donc on ne voit pas Yannick Noah, qui est un champion fabuleux, hein, qui a marqué au fer rouge l'histoire de Roland-Garros, ça n'enlève rien à ça, mais on ne le voit pas faire ce doigt d'honneur. C'est une bande qui est restée secrète, donc qui est dans les archives de l'INA. Imaginez avec les réseaux sociaux ça aujourd'hui, si quelqu'un avait filmé ça dans les notes. On peut dire merci pour toute cette époque qu'il n'y a pas eu de réseaux sociaux finalement. On dit qu'aujourd'hui il se passe des choses de dingue dans le monde du sport, mais finalement ça existait aussi à l'époque, on s'en rend compte, mais c'était plus confidentiel finalement. Et du coup, est-ce que le tennis est un milieu machiste, sexiste ? À la lumière de ce qui s'est passé, par exemple, est-ce qu'on peut tirer une généralité ? Oui, parce qu'on non, je pense qu'il y a une proportion de machistes qui est équivalente à celle des autres milieux, je pense. Il y en a pas. Oui, il y en a parce qu'on a retenu certains gestes. Iline Astase, peut-être pas l'homme le moins machiste du monde. Hein. On a encore vu il y a quelques semaines tenir des propos assez déplacés lors d'un match de Fed Cup, où il a malheureusement insulté pas mal de joueuses, mais je ne sais pas si ça en fait pour autant un milieu machiste. Le tennis féminin me paraît quand même extrêmement exposé. C'est le premier sport féminin mondial, me semble-t-il. Donc il y a une certaine parité aussi qui est respectée au niveau médiatique et au niveau des prize money. Donc non, je dirais pas ça. Bien, on va profiter de vous avoir sur ce plateau ce matin quand même pour revenir sur cette première semaine de compétition à Roland-Garros. Il s'est passé plein de choses, notamment pour les Français. Ça a été un petit peu l'hécatombe dès le premier tour. L'élimination de Jo-Wilfried Tsonga dès le premier tour. Lucas Pouille qui est au rendez-vous, qui a été éliminé hier soir. On aura un Français seulement en 8e de finale dans le tableau masculin. Ce sera cet après-midi le match entre Gasquet et Monfils. Est-ce que c'est une année catastrophique pour les Français à Roland ? Il faut vraiment attendre la fin de la quinzaine pour faire un bilan, parce qu'il imaginait que Mladenovic ou Gasquet ou Monfils aillent en demi ou en finale. On oubliera que la première semaine a été moyen pour les Français. Tsonga qui s'est sorti au premier tour, c'est une énorme surprise. Évidemment, c'était pas arrivé depuis 12 ans. On est un petit peu déçus aussi pour les jeunes, pour Lucas Pouille qui se tord la cheville hier lors de son match contre Albert Ramos. Là, on a un match entre Gasquet et Monfils. On en aura un en 8e de finale. Alors après, oui, c'est vrai que ça va être dur d'aller en quart de finale. Ce serait une première depuis 2010, s'il n'y a aucun Français en quart de finale cette année à Roland-Garros. Bon, après, il faut voir dans le tableau féminin, il y a Mladenovic qui pourrait tirer son épingle. Demain, la tenante du titre, elle peut aller plus loin. Ça va être compliqué, non ? Ça, malheureusement, je suis un piètre pronostiqueur. Non, mais oui. Alors, non, mais c'est vrai qu'elle a failli perdre 2 fois. En 3 matchs, elle a failli perdre 2 fois. Elle est menée 3-0 au premier set. Hier 5-2. C'est une battante. Elle a mal partout. C'est une battante. Je pense qu'effectivement, elle veut encore aller plus loin. Il faut qu'elle se calme aussi, peut-être. Une célébration de joie peut-être un petit peu trop avancée hier. Ça se discute parce qu'elle n'est que, entre guillemets, en 8e de finale, ce qui est déjà un excellent résultat. Mais peut-être qu'on attend aussi un petit peu trop d'elle. Il ne faut pas lui mettre trop de pression quand même. Parce que, bon, voilà. Un mot des têtes de série également rapidement. Rafael Nadal qui déroule depuis le début de la semaine. Novak Djokovic en revanche qui est beaucoup plus, qui a du mal à mettre son jeu en place. Raphaël Nadal, il va vers sa décima, ça y est. C'est massacre à la tronçonneuse, c'est classé X, c'est interdit au moins de 18 ans. C'est non-assistance à personne en danger. Là, non, mais on voulait aller voir Nicolas Basilashvili hier pour lui demander s'il n'avait pas besoin d'aide. Non, mais détresse psychologique, oui. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas vu comme ça, Nadal, ça y est, il a resanctuarisé le central, c'est à lui, c'est chez lui. Mais justement, là, il est à son top niveau, là. C'est difficile de comparer avec les autres années, mais 6-0, 6-1, 6-0, ça n'était jamais arrivé, contrairement à ce qu'on pouvait croire. Il avait déjà gagné un match en ne perdant que 2 jeux. Là, un jeu, un joueur qui est quand même dans le top 100 depuis pas mal de mois.
j'aimerais pas être son prochain adversaire. C'est Roberto Bautista Agut. Il pourrait très bien prendre. Il va déjà faire des la même cauchemars, route, je pense, à l'idée du match. Il prie. Une dernière chose avant de se quitter, Julien. On est à une semaine du début. Il y a une semaine de compétition. Est-ce que vous retenez une image marquante pour vous? L'image de cette première semaine de Roland-Garros à retenir, c'est quoi? Moi, j'adore les fins de match et les poignées de main. Il y en a une dingue à Roland-Garros 180 qui se termine par une bagarre générale. Ça restera la numéro 1 ever entre Nastase et Telchter. Mais là, on a vu un truc cette semaine fabuleux. L'image a pas mal tourné entre Steve Johnson et Borna Coric, l'Américain Johnson qui a perdu son papa le 11 mai, qui était effondré d'émotion après sa victoire face à Borna Coric, qui lui, pendant ce temps-là, fracassait sa raquette de l'autre côté. Donc il y avait une différence, mais hallucinante de réaction. C'est son papa en plus. Et des deux côtés, qui devait venir avec lui en Europe. Donc voilà, on le voit là s'effondrer d'émotion. C'est une image qui a beaucoup touché. Et le contraste avec Borna Coric, qui lui fracasse tout ce qu'il a sous la main au même moment, parce qu'il s'attendait à faire c'est un jeune espoir, un croate, il s'attendait à faire un meilleur tournoi, qui est très déçu. C'est un contraste qui a évidemment beaucoup marqué. Il y a eu beaucoup de larmes à Roland-Garros cette semaine. Il y a eu aussi celle d'Almegro face à Del Potro aussi. C'était un beau moment. Merci beaucoup, vraiment. Merci Elodie pour cette jolie découverte, ce livre vraiment passionnant. Je le remonte. C'est bientôt la fête des pères si vous avez. C'est bientôt, donc n'hésitez pas. Si vous voulez faire un cadeau, c'est un très très beau livre. Voilà, le coup de cœur d'Elodie Poyade, le coup de cœur de la matinale. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Merci beaucoup.